Je reprends la main donc pour vous présenter Arnaud Tonnelet, un des fidèles de l'événement, parce que c'est ta troisième participation en trois éditions. Tu as ton rond de serviette, tu me glisses à l'oreille, c'est vrai. Arnaud qui va nous parler de la légitimité des coachs à s'occuper des transformations des organisations. Est-ce qu'on a cette légitimité-là? Tu nous cherches, Arnaud, là, c'est ça? Il nous cherche. Arnaud, quelques mots sur Arnaud. Je le disais, c'est un habitué des assises. C'est un habitué aussi de poser des questions qui grattent. Pour l'avoir fréquenté un petit peu, je crois que c'est un des principaux talents. Arnaud, en quelques mots, après 30 et quelques années passées dans les grandes organisations, Arnaud a cofondé le cabinet Care Coaching and Transformation, spécialisé autour de 3 savoir-faire: le coaching individuel, le coaching d'équipe et évidemment le coaching d'organisation, c'est-à-dire la transformation avec les outils et la posture du coach, discipline qu'il a la chance d'enseigner chez Team Intelligence. Et avec sa collègue, ils ont développé une offre de transformation de la fonction RH. Comme il a peur de s'ennuyer, il a 3 livres en préparation. Le premier paraîtra au printemps. Tu as une date plus précise? Printemps. Ça suffit. Ça suffit, au printemps. Et s'intitule Bref de coach. Les 2 autres seront des manuels. Et on sait à quel point les manuels d'Arnaud sont utiles. Le premier sur le coaching d'organisation. Et le second manuel visera à rassembler les connaissances nécessaires, selon lui, à un coach d'équipe pour bien accompagner ses clients. Arnaud, non, j'ai pas donné ta métaphore. Métaphore qui change d'année en année, preuve de son esprit en mouvement. Pour Arnaud, le coach d'équipe, c'est un peu comme l'homme ou la femme. Donc le coach d'équipe, c'est un peu comme l'homme invisible. Moins on voit ses tours de passe-passe, plus c'est efficace. J'aime beaucoup aussi. Arnaud, c'est à toi. J'utilise quoi? Tu peux utiliser celui-là. Ça marche, oui. Bien. Bonjour à toutes et tous. C'est toujours... Enfin, toujours, non. Oui, je commence un peu à avoir mon rond de serviette. Donc, Rodrigue, il faut quand même que tu renouvelles un peu tes intervenants. C'est quand même toujours assez impressionnant de voir toute cette communauté. C'est assez enthousiasmant, voilà, il faut le dire. Je crois tellement à ce métier que je crois qu'on a besoin d'être encore plus nombreux dans, on va dire, au moins les 3 versions de notre métier, la version individuelle, la version d'équipe. C'est pas de ça dont je voudrais vous parler aujourd'hui, parce que de ça on en a parlé toute la journée, et puis vous êtes des chevronnés du sujet. C'est plutôt de la 3e dimension, qui est la partie organisation. Et donc la question que j'ai proposée à Rodrigue, c'est est-ce que les coachs sont légitimes pour s'occuper de transformation? Alors, c'est comme chez Colombo, on connaît celui qui a assassiné, la question c'est comment il s'y prend. Donc vous connaissez évidemment la réponse, vous doutez bien que je ne vais pas répondre non par cette question. La question c'est comment on parvient à la réponse oui. Alors, Rodrigue, il est sympa, il m'invite encore, mais il m'a dit bon, ça va bien, je te donne que 30 minutes. Donc on va essayer de faire quelque chose en 30 minutes. D'ailleurs, je ne le vois plus, Rodrigue, où est-ce qu'il est? Il se cache encore, oui, il est là-bas. Donc on va essayer de faire quelque chose de court. 2 petites remarques en introduction pour poser un peu ce que je vais appeler un état des lieux. Alors, le terme est un peu grand, hein, ça va être un état des lieux très rapide. Ensuite, je regarderai une spécificité de notre métier qui, je crois, j'espère que, enfin, vous me direz si vous êtes de cet avis, mais je crois que notre métier de coach a une spécificité qui est l'autonomie du client, qui est à peu près le seul métier à avoir cette particularité-là, donc qui n'est pas anodine sur un plan commercial. Oui ? Vous voyez ce que je veux dire ? Évidemment, ça nous amènera du coup à la question. Moi, j'ai plutôt grandi en cabinet de conseil. Hein. Je viens plutôt du conseil un peu pur et dur, on va dire.
Et donc j'ai passé pas mal d'années dans des cabinets de conseil, notamment en stratégie. Et donc le raisonnement stratégique est quelque chose que j'ai toujours un peu en tête. Et la question que je vais essayer de poser, c'est quelle stratégie on peut avoir quand on est coach et qu'on veut essayer de vivre de notre métier. Parce que c'est quand même ça qu'on cherche aussi. C'est à transformer le monde, mais c'est aussi un petit peu vivre de notre métier. Et puis je terminerai en partageant quelques croyances que j'ai sur ce que peuvent apporter les coachs aux transformations. Et je crois qu'ils peuvent beaucoup, ils ou elles peuvent beaucoup. Alors, est-ce que certains d'entre vous ou certaines sont familiers des accords Toltec? Ouais, ça va. Est-ce que vous vous souvenez du deuxième accord Toltec? Donc là, tout le monde va sur Google. Serge? Alors, je crois que c'est le troisième, celui-là. Alors, n'en faites pas une affaire personnelle. Donc, je vous demande de le garder avec vous, parce qu'on va en a peut-être en avoir besoin. Et je précise évidemment que ce que je dis, ce que je vais partager avec vous, comme on dit, ça n'engage que moi. Hein. Je ne fais partie d'aucune officine, donc que personne ne se sente visé à titre personnel par les 2-3 âneries que je vais essayer de partager avec vous. Alors, première pierre de l'état des lieux, c'est la transformation elle-même. En fait, quand on réfléchit à ce sujet de la transformation, c'est-à-dire du changement collectif, donc on a dépassé l'équipe, on est sur de l'entreprise, sur de l'organisation, ça peut être un hôpital, ça peut être une caisse de retraite, ça peut être une entreprise. Très souvent, quand on pense organisation, c'est pas systématique, mais on a plutôt le réflexe de penser consulting. Les consultants ont cette habitude-là, c'est-à-dire qu'ils estiment que la transformation, c'est leur domaine, et ils n'ont pas tort, c'est leur domaine. Les clients ont aussi cette habitude-là, et ça, c'est embêtant. Il va falloir qu'on œuvre tous à changer cette croyance-là. C'est qu'il faudrait qu'ils commencent à penser qu'en matière de transformation, ils peuvent faire aussi appel à des coachs. Et donc, c'est un peu l'objet de ce petit topo de cet après-midi. Alors, ce qui me chagrine aussi, c'est que je rencontre beaucoup de coachs qui ont intégré cette croyance, qui est qu'au fond, c'est pas leur territoire, la transfo. C'est pas leur territoire, et j'aimerais qu'on ait peut-être l'occasion de débattre de ça. Pourquoi c'est pas leur territoire? Pourquoi ils y vont pas? J'ai pas forcément de réponse, j'ai des hypothèses évidemment, mais j'ai pas forcément de réponse. Moi, je crois que ça peut être vraiment leur territoire. On verra tout à l'heure pourquoi. Et non seulement ça peut, mais je crois que ça doit être leur territoire, à la fois pour eux, pour les coachs, mais aussi pour nos clients. Je crois qu'il faut qu'on aille sur ce territoire-là. Deuxième petite pierre de notre état des lieux, c'est la particularité de notre métier de coach. Je crois, j'aimerais avoir votre avis, mais je crois que notre métier de coach, il a une spécificité, c'est que dans l'éthique de notre métier est posé le fait qu'on doit rendre notre client autonome. Donc en fait, c'est un métier à dissolution rapide. C'est quand même bizarre. C'est un métier qui a vocation à disparaître. Aussitôt qu'on a un client, notre but, et c'est pour ça d'ailleurs que c'est un outil rapide le coaching, contrairement par exemple à la thérapie, à ma gauche, contrairement au consulting à ma droite, le coaching est un peu au milieu, sauf que la thérapie et le consulting n'ont pas du tout vocation à être de courte durée. Le consulting peut durer des plombes et des thérapies peuvent durer des plombes. Le coaching, globalement, je vais parler du coaching individuel, mais 6, 8, 10 entretiens, normalement l'affaire doit être torchée. Alors je trouve cette éthique intéressante et à titre personnel je la partage, mais vous n'êtes pas sans saisir qu'elle pose quand même un petit problème. C'est qu'on passe son temps à autodissoudre
notre propre activité. Donc c'est quand même une sorte de contrainte obligée, je ne la remets pas en cause, mais qui est quand même problématique, parce que l'effort commercial à mener pour pouvoir vivre, par exemple, de coaching individuel, il est juste infernal. Vous faites le calcul. Moi, globalement, je fais le calcul que pour un client, il faut que j'ai 4 à 5 prospects. Ben, vous faites le montant d'un coaching fois le revenu que vous souhaitez avoir. Vous voyez l'effort commercial qu'il faut mener. D'accord ? Je ne conteste pas ça du tout. Je dis juste que c'est une particularité qu'il faut qu'on prenne en compte quand on veut vivre de ce métier. L'équation économique, notamment du coaching individuel, elle n'est pas si facile que ça à trouver. Donc on a quand même ça qu'il faut qu'on arrive à résoudre quand on se lance dans ce métier. Est-ce que certains sont familiers de la notion qu'on utilise en stratégie d'océan rouge et d'océan bleu? Ouais. Qui nous donne un peu, voilà, ça, qui nous dit un peu ce qu'il pense d'océan rouge, océan bleu? Qu'est-ce que ça veut dire océan rouge, océan bleu? Ouais. Le monsieur avec les cheveux là-bas. Il y a un autre monsieur avec les cheveux, tends le micro. J'ai un laser, je peux le désigner. Alors, fameuse théorie de l'INSEAD, l'océan rouge, c'est là où la compétition s'affronte, par exemple entre lignes aériennes classiques. L'océan bleu, c'est créer des opportunités qui n'étaient pas exploitées, par exemple quand les lignes low cost sont apparues, par exemple. C'est un nouveau marché. En gros, c'est mon avis. Ouais. Est-ce que quelqu'un veut compléter? Ouais. Je suis peut-être complètement hors sujet, mais pour moi, l'océan rouge est un océan multicompétitif où il est difficile de trouver sa place. Ouais. Et l'océan bleu, c'est un océan dans lequel on a trouvé un positionnement différenciant et attractif. Oui. Est-ce que quelqu'un veut compléter? Vous avez tous entendu? Bon, pour faire très vite, je récapitule votre propos. En gros, l'océan rouge. Alors pourquoi il est rouge? Il est rouge parce que c'est un peu sanglant, parce qu'on est tous au même endroit pour bouffer les poissons. Donc c'est une stratégie qui vise à aller au même endroit que les autres et à faire comme les autres. Donc on pourrait dire, dans le jargon, c'est une stratégie mimétique. On fait la même chose que les autres. Vous vous doutez bien qu'il y a beaucoup de monde à cet endroit-là, et au bout d'un moment, il n'y a plus beaucoup de poissons. Donc ça s'entretue pas mal. Pari globalement perdant-perdant. Donc le premier boulot quand on est stratège avec un client, c'est qu'on regarde déjà quels sont ses territoires stratégiques. Est-ce qu'il n'est pas sur un territoire, un océan rouge? L'océan bleu, pourquoi bleu? Parce qu'en fait, il n'y a personne. Et la mer est vaste. Et donc, quand on est dans ce territoire-là, on ne se bat pas. Tout le monde a sa place, parce que c'est tellement vaste qu'on peut, entre guillemets, croûter tranquille. Il y a beaucoup de poissons, et on peut naviguer tranquille, manger tranquille, vivre tranquille. Alors, je vais poursuivre ce petit interrogatoire. À votre avis, qu'est-ce que ça pourrait être une stratégie océan rouge pour notre métier? Ah, là on a moins de monde. Si on essaie de prendre un peu une position un peu méta, un peu en recul, surplombante de la profession de coach, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire une stratégie océan rouge? Donc, on fait tous le même métier, sans différenciation. On va tous sur les mêmes territoires. Et ça pourrait être quoi, ces territoires? Ouais.
Donc, il aura échappé à personne que le marché du coaching s'est un tout petit peu emballé ces dernières années, ou plus la machine à former du coach, elle s'est un petit peu emballée. Et donc aujourd'hui, on est sur un marché où les écoles forment plusieurs centaines, peut-être plusieurs milliers de coachs par an. Et la question, c'est est-ce que le marché est capable d'absorber ça? Est-ce que le marché a un niveau de croissance, un taux de croissance qui est équivalent au taux de croissance du nombre de coachs qui sont sur le marché? C'est une vraie question, stratégiquement parlant, pour qu'on puisse tous vivre de notre art. Et donc le paradoxe auquel on assiste, c'est que, comme évidemment c'est difficile, on l'a dit, de vivre de coaching, de coaching individuel en tout cas, puisque aussitôt qu'on a un client, il faut quelque part vite s'en débarrasser, et puis une fois qu'un client il a utilisé un coaching, il ne va pas en utiliser un deuxième, puis un troisième, il y a relativement peu de récurrence. Alors, il peut y avoir du bouche-à-oreille, mais avec le même client, il y a relativement... Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va se diversifier. Et donc, on est aujourd'hui dans une situation un peu paradoxale d'un marché de coaching qui cherche à se différencier, mais de façon mimétique. Ça s'appelle une contradiction. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, on cherche à être différent des autres, mais cette recherche individuelle prend des formes largement mimétiques. Et donc aujourd'hui, une des difficultés du marché, c'est que beaucoup de gens vont dans l'océan rouge. Par exemple, en faisant de la formation. Je ne vis pas de coaching individuel, donc je vais me mettre à faire de la formation. Et donc on a de plus en plus de coachs qui font de la formation. Qui vont faire de la facilitation. Qui vont faire de la supervision. Qui vont faire de la certification. Et alors, il ne vous aura pas échappé que sur ce marché Océan Rouge, l'autre différence, c'est que l'injonction à l'autonomie du client a disparu. C'est-à-dire qu'on a globalement un système qui aujourd'hui demande à des coachs de se former, demande, et tout ça pour de bonnes raisons, hein, je ne critique pas du tout les raisons. Je cherche juste à décrire un mécanisme, hein, on est bien d'accord. Demande à des coachs de se superviser, de se faire superviser, de se former à des outils, de se certifier. Les certifications durent 1 an ou 2, donc il faut recommencer. Et donc on crée un marché qui est évidemment un marché un peu captif. Et ce marché, il est intéressant parce que c'est plutôt un marché en croissance. Puisqu'on s'est dit tout à l'heure que l'usine à fabriquer des coachs, elle était lancée à pleine balle. Donc tous les ans, on a quelques centaines, voire quelques milliers de nouveaux impétrants qui vont venir se former à l'outil ABC, qui vont former au management, qui vont faire de la supervision, etc. Et puis allons un cran plus loin, puisqu'il va falloir former des superviseurs. Et puis il va falloir superviser des superviseurs. Donc en fait, vous voyez bien la logique. On a un deuxième marché qui s'est créé, indépendamment du marché réel, qui est le marché des coachs. Et on est tous embarqués là-dedans. Le petit problème de ça, c'est que c'est une stratégie océan rouge. C'est-à-dire qu'on essaye tous la même chose, de la même façon. Et donc évidemment, c'est un peu sanglant, parce qu'il n'y a pas forcément de place pour tout le monde. Tu m'as demandé, Arnaud, de te prévenir à la mi-chemin. On est un peu plus de mi-chemin de temps en temps. Ok, alors... Et je sens qu'on est au climax du film que tu es en train de nous faire. On attend la suite avec impatience. On pourrait évidemment... Je ne critique pas tout ça, j'essaie juste d'être descriptif. Hein. La question que je me pose toujours et que j'ai toujours... qui est comment on peut vivre de notre métier. Comment les gens peuvent vivre de notre métier. Parce qu'encore une fois, j'ai la croyance que ce métier, c'est le plus beau du monde. Il est beau, il est utile,
Et donc, il faut qu'on ait de plus en plus de gens qui l'exercent. Donc, on est quand même dans une difficulté. C'est comment on peut être de plus en plus nombreux sans parvenir à se différencier. Vous me voyez venir, évidemment, il va falloir aller chercher une stratégie océan bleu. Qu'est-ce que ça peut être une stratégie océan bleu? C'est une stratégie, où on n'est pas obligé de se débarrasser de ses clients. Toutes les bonnes écoles de formation en matière commerciale nous apprennent une chose, c'est une fois que vous avez conquis un client, gardez-le. Le client est la ressource rare, comme disait François Dupuis. Donc, ça nous permet déjà de se dire comment, une fois que j'ai un client, comment je peux le garder. Évidemment, en faisant autre chose que du coaching individuel. Peut-être de la transformation. Ce qui est, donc, on a un effort commercial qui est optimisé, c'est-à-dire que, évidemment, l'efficience de notre temps augmente, puisqu'on n'est plus obligé d'être dans un tel niveau de conquête commerciale. Vos clients, il y a peu de concurrence pour une raison simple, c'est que, contrairement au consulting, le coaching est un métier très intuitu personné. C'est-à-dire que si vos clients veulent bosser avec vous, c'est avec vous qu'ils veulent bosser. Et c'est pas avec moi, c'est pas avec Olivier de Villard, c'est pas avec Cardon, c'est pas avec Lénart, c'est pas avec Gabriel, c'est avec vous. D'accord? Et donc ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que on n'a pas, et en tout cas moi c'est une croyance que j'ai envie d'avoir, c'est qu'on n'a pas de concurrence sur ce marché en fait. On n'est pas concurrents les uns des autres. Parce que mes clients, vous ne les aurez pas, et je n'aurai pas vos clients. Parce que c'est votre personnalité qui attire vos clients, c'est votre façon de faire, c'est vos pratiques. Donc il n'y a pas à avoir peur du voisin. Voyez ? Quand vous avez un bon médecin, vous n'en changez pas. Quand vous avez un bon thérapeute, vous n'en changez pas. On peut vous dire, le médecin d'à côté, il coûte 10 balles de moins. Oui, mais ce n'est pas le sujet. Moi, je veux ce médecin-là. Je veux ce thérapeute-là. Donc je crois que l'intérêt d'avoir une stratégie d'océan bleu, c'est qu'on n'a pas de concurrence, beaucoup moins. Je crois que c'est un vrai marché. Ce n'est pas le marché des coachs, c'est le marché des clients, des entreprises, des organisations. C'est-à-dire que c'est un marché sur lequel on peut vraiment faire notre métier de coach. C'est un marché que je crois potentiellement infini, parce que faites l'exercice avec vos clients, c'est bien le diable si vos clients n'ont pas des thématiques de transformation à peu près tous les jours. Ils ont tous quelque chose à changer dans leurs organisations. Donc le potentiel du marché de la transformation, il est juste énorme. Et on ne répondra jamais à tous les besoins de ce marché-là. Alors moi j'ai une question à vous poser, c'est du coup je ne comprends pas pourquoi on n'est pas plus nombreux sur ce marché. Et j'aimerais vous poser la question, c'est est-ce que vous avez des hypothèses sur pourquoi on n'a pas plus de coachs sur le marché de la transformation? Est-ce que certains ont des hypothèses à proposer? Donc squatté par le consulting, ouais, pour les clients, ok. Méconnaissance de ce que les coachs peuvent apporter. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir complètement compris ta réponse. D'école, de formation, ouais. Ok. 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 D'autres hypothèses, Louis? Ok. Ouais. Alors, typiquement, pour moi, les appels d'offres,
C'est Océan Rouge ou Océan Bleu? On est d'accord. 15 ans que j'ai pas répondu à un appel d'offres. Hein. C'est moi qui ai le micro. Hein? J'ai pas entendu, excuse-moi. Non, je disais que c'était moi qui avais le micro. Ah d'accord. Moi, ce que j'ai envie de partager, c'est que je suis dans une grosse boîte qui est dans un processus de transformation, Ouais. que je suis coach interne, et que la difficulté que j'y trouve, c'est de comprendre en fait le mécanisme, les cartes mentales des gens qui sont dans la transformation. Les gens qui sont dans la transformation dans le dur, qui mènent des projets avec des plans, avec des tâches, un chemin critique, un planning. Des gens du changement également, qui sont dans un référentiel qui n'est pas celui des coachs. Et donc, pour trouver sa place de coach, en tout cas moi, tout le travail que je fais, c'est d'essayer de comprendre en fait comment ces gens-là réfléchissent pour pouvoir mieux... C'est drôle de gens qui sont des salariés. Pour pouvoir mieux me positionner par rapport à eux. Voilà, c'était ma difficulté et celle que j'essaie de surmonter. Merci de ton partage. La vache, il y a un certain nombre de doigts qui se lèvent, c'est impressionnant. Et pour corroborer ce qui vient d'être dit, généralement la transformation, elle n'est pas aux mains des RH. Elle est à la direction de la stratégie, elle va être à la direction de la qualité, ou elle va être dans des directions qui sont, on va dire, très opérationnelles et qui n'ont pas, on va dire, la dimension RH au premier plan. Ok, donc s'il y a des RH dans la salle, on compte sur vous pour changer ça. Merci. Attends, excuse-moi. Tu veux tous les prendre, Arnaud? Allez, encore deux là. Je vais me faire un petit après, marathon, là. mon timekeeper, il me harcèle. Alors, il y a des DRH qui connaissent le coaching d'organisation, Ouais. voire même qui sont formés au coaching d'organisation. Incroyable. Ouais, c'est Tout incroyable. arrive. Voire Bon. même formés par toi. Et il y a une certaine forme d'aquabonisme de leur part. Excuse-moi, parce qu'est-ce que c'est l'aquabonisme? À quoi bon? À quoi bon? On m'entendra pas. Ah. J'arrive pas à faire porter ma voix. Ok, À quoi bon? On va pas y arriver. ok, Et il manque d'histoire à raconter sur le sujet. d'accord. Allez, dernier. Gabriel, J'allais à la proximité. Après, il va m'engueuler, il va être sur LinkedIn, qu'on lui pose pas les questions et tout. Ouais, alors moi, en tant que coach interne, il pourrait y avoir une réticence à se dire qu'on est au service de la transformation en tant que coach. Donc on aurait une intention, on participerait d'une intention pour le client, en fait, puisqu'on aurait l'intention de le transformer ou de l'accompagner vers la transformation. Donc, Ouais. voilà, donc il pourrait y avoir quelque chose de franchir une frontière de notre Ok. métier qui est accompagné sur les objectifs du client et pas au service de quelque chose. Ok, merci. J'en profite pour te glisser qu'il te reste 5 minutes. Ouais, je sais que t'allais me dire ça, ouais. C'est pour ça que je te redonnais pas la parole. Si. J'aime beaucoup bien sûr tout ce que tu dis, Arnaud. Je voudrais juste rajouter, il y a plein d'excellentes hypothèses, il y en aura sûrement d'autres. Il y a aussi les croyances que nous portons dans notre métier. Comme par exemple, il y a beaucoup trop de coachs par rapport aux demandes. Et je pense que ce n'est pas le vrai sujet, parce que je rappelle qu'il y a quand même 18,1 millions de salariés en France et 1,2 million de chefs d'entreprise. Merci. Donc il y a de quoi merci. faire. Mais là où je suis d'accord avec toi, Ouais. c'est les phénomènes de mimétisme. Là, je Ouais, suis bien d'accord. ouais. Et il y a Ouais. un autre phénomène qu'on n'a pas avancé non plus, sans parler de tout le bien que je pense du coaching d'organisation, sa complexité, toute la pédagogie qu'on a à faire aussi encore autour. Il y a quand même un autre aspect, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se forment au coaching, ou qui se formaient, parce que ça se fait moins maintenant, sans savoir qu'il y avait une deuxième compétence à acquérir, qui était la compétence de dirigeant, du chef d'entreprise. Oui. Voilà. C'est Oui. ça aussi notre problème, Oui. et nous sommes quand même à 96% des indépendants. Oui. Voilà. Oui. Alors, moi je crois, j'utilise bien le terme je crois, parce que c'est plutôt de l'ordre de la croyance, hein, je n'ai pas fait d'études particulières, mais je crois que qu'on soit en coaching individuel ou en transfo ou en coaching d'orga, c'est vraiment des approches qui sont très proches. Hein. Vous prenez un client de base qui a ce que j'appellerais un problème à résoudre. Alors c'est une évolution de strat, c'est une évolution d'orga, c'est un changement culturel. Vous savez bien que dans nos métiers, on est des métiers de processus et pas de contenu. Donc en fait, on se fout éperdument du problème du client. En fait, on n'en a rien à faire de son problème. Vous voyez, dans son contenu, je veux bien dire, d'accord. Donc le client, qu'est-ce qu'il a? En fait, il a plein de choses dans la tête. Hein. Il formule son problème d'une certaine façon.
on a déjà un premier matériau là quand même. C'est comment il formule son problème, et peut-être que la formulation de son problème fait partie du problème. Tout ça, je vous vends pas la messe, vous le connaissez par cœur. Il a des représentations, il a des croyances. Les palo-altistes reconnaîtront nos tentatives de solution. Tout ça, ça peut évidemment... et puis, ça, c'est quand on est en coaching individuel. Et à votre avis, le coach, qu'est-ce qu'il regarde là-dedans? Fastoche? Son regard se porte où? Se porte sur le client ou se porte sur ses représentations? Bon, vous avez trouvé la réponse, ok. Et c'est là, pour le coup, une vraie différence avec le consulting. D'accord? Et encore une fois, qu'on se comprenne bien, je n'oppose pas les méthodes. Elles sont toutes les bienvenues, elles ont toutes leur valeur ajoutée. Simplement, c'est pas le même chemin. Maintenant, basculons du côté de la transformation. En fait, on a exactement la même chose. Il n'y a que le sujet qui change. C'est plus un sujet de j'intègre un codir, j'ai un problème relationnel, je suis fâché avec mon chef, blablabla. C'est j'ai une transformation culturelle à conduire, j'ai un problème d'organisation, ma stratégie elle fonctionne pas, etc. Tout ça c'est du contenu, mais on rentre pas dans le contenu. Donc quelque part on s'en fout un peu. Le coach en fait il fait la même chose. Exactement la même chose. C'est-à-dire que notre boulot, ça va être de comprendre pourquoi à un moment donné, le client il patine, pourquoi il n'y arrive pas, qu'est-ce qui bloque. Si on avait un consultant, le consultant, il regarderait le problème. Il est appelé pour ça, il est appelé pour son expertise. Et je le redis, pour moi, il n'y a pas opposition de méthode. De temps en temps, il faut de l'expertise, et puis de temps en temps, c'est une autre expertise, plus de processus qui est intéressante. Moi, je crois que les coachs, ils apportent aux transformations une autre sensibilité, un autre regard, d'autres méthodes, et que ces méthodes, elles ont vraiment leur place. Très très vite, je vous donne juste, parce que évidemment ça peut paraître un peu abstrait, mais moi je passe mon temps à faire ça avec les clients. Vous prenez une entreprise agroalimentaire, l'entreprise me sollicite, elle me dit Arnaud, on a un problème de supply chain. Vous imaginez bien que la supply chain, je comprends à peine le mot. Donc, vous voyez, donc j'ai 0 pointé d'expertise sur la supply chain. Je ne connais rien au sujet, à part ce que monsieur et madame tout le monde connaissent. C'est-à-dire pas grand-chose. D'accord ? Donc je lui dis, bien sûr, je vais t'aider à résoudre ton problème de supply chain. Et puis évidemment, chemin faisant, on s'aperçoit que le problème n'est pas un problème de supply chain. C'est un problème d'alignement de codir, ils ne sont pas d'accord sur la chaîne de valeur, etc., etc. C'est-à-dire que le client ne regarde pas au bon endroit, parce qu'on sait très bien, si vous connaissez ce qu'on appelle le syndrome du lampadaire, que si les clés étaient à l'endroit du lampadaire, on les aurait déjà trouvées. D'accord ? Si on ne les trouve pas, c'est qu'il faut regarder ailleurs. C'est ça notre boulot. C'est de regarder ce que le client ne regarde pas. Donc il ne regarde pas quoi ? Il ne regarde pas ses tentatives de solution, il ne regarde pas ses représentations, il ne regarde pas ses émotions, il ne regarde pas ses croyances. Il ne peut pas les regarder puisqu'il est dedans. C'est pas qu'il est idiot, c'est qu'il est dans le bocal. Donc aller dire à un poisson rouge qu'il y a de l'eau, il va vous rire au nez. Et là, je crois que les coachs ont une façon spécifique, particulière à avoir sur ce marché de pouvoir conduire la transformation. Je vous passe le deuxième exemple, on s'en fout, parce que c'est la même chose. Mais tout ça pour dire que moi, je crois vraiment qu'on peut faire ce métier. Je crois qu'on apporte on est légitime pour faire ce métier, parce qu'encore une fois, on s'y prend pas de la même façon que les consultants. Et je redis, il n'y a pas à opposer les méthodes. Voilà. Quand il y a un vrai problème de stratégie, moi, je ne vais pas pouvoir aider. S'il faut savoir s'il faut vendre en Chine, en Afrique, ça, j'en sais rien. Vous voyez, ça, des stratèges pourront vous répondre. Donc, on a, je crois, et vous avez, et j'aimerais bien qu'on soit plus nombreux, parce que les entreprises en ont besoin, à aller sur le marché de la transformation. Donc après, s'il manque des compétences, on rajoute des compétences. Mais le vrai sujet, c'est il faut y aller à un moment donné. Vous voyez ? Et je trouve qu'on a toute notre place, et, ne serait-ce que parce que c'est un océan bleu. Et donc là, on est vraiment dans une stratégie de différenciation. C'est-à-dire que les transformations que les clients vous proposeront, ils ne les proposeront pas à un autre. Donc il n'y a pas à avoir peur de se dire je vais me faire piquer le truc, ça évitera de répondre aux appels d'offres sur lesquels on passe des heures carrées pour rien, etc., etc.
Voilà, je crois que j'en ai à peu près fini. Et donc, j'espère que vous serez nombreux et nombreuses à venir sur ce territoire. Merci Arnaud, merci beaucoup. La salle a déjà pas mal réagi, mais on va ouvrir encore 10 minutes de questions-réponses. Levez la main, je vous donne le micro. Je vais vous donner celui-là. Merci Arnaud. J'ai tendance à parler de transformation humaine des organisations. En fait, dans le conseil, on parle de transformation d'organisation et parfois il y a le feu, ils viennent chercher des coachs en disant il y a le feu, on ne comprend pas. Et nous, on vient leur expliquer, bah oui, effectivement, on vient traiter le problème humain, c'est Franck dans tel couloir, ou Monique, ou etc. Moi, je remonte d'un cran avec ta présentation. Je comprends que tu te positionnes sur l'organisation elle-même et pas simplement son accompagnement et on va dire, l'entraînement et l'engagement. Oui. Est-ce que tu peux amener un petit peu plus d'éléments sur cet aspect-là et est-ce que tu te positionnes sur tout le spectre ? C'est-à-dire qu'une fois que tu as fait l'organisation, est-ce que tu gères le déploiement ? Vous avez combien de temps ? Alors, je vais essayer de répondre rapidement à la question. Déjà, le terme organisation, souvent, il désigne à minima deux choses. Il désigne l'organisation au sens classique, l'organigramme, comment les choses sont organisées, et puis il désigne le tout. On va dire, je vais utiliser le terme entreprise, voilà, mais ça peut être un hôpital, ça peut être une collectivité territoriale. Donc le coaching d'organisation, déjà, pour moi, n'intervient pas que sur l'organisation au sens premier du terme. Il intervient sur l'ensemble du système. Moi, il faut quand même se poser la question de pourquoi à un moment donné un client sollicite un prestataire. C'est pas anodin. Pourquoi le client va dépenser des milliers, dizaines de milliers, parfois centaines de milliers d'euros pour adresser une question? Ça doit nous, c'est pas anodin. Il y a du politique là-dessous, vous voyez. Bon, on peut peut-être déjà faire l'hypothèse qu'il y a quelque chose à chercher dans le fait que... Pourquoi ? Parce que le client, tous les jours, il résout quantité de problèmes pour lesquels il n'a pas besoin de prestataire. Pourquoi, à ce moment-là, sur ce problème-là, il sollicite un prestataire? C'est intéressant. Et souvent, on ne va pas investiguer là-dedans, parce que déjà, on est trop content qu'il nous appelle, donc on ne va pas chercher. Sauf qu'il faut aller chercher. Parce qu'il y a un truc intéressant derrière cette question, qui est la question de l'homéostasie. D'accord ? Qui est notre sujet. En coaching organisation, on n'a pas 50 sujets adressés, on en a un, qui est l'homéostasie du système. Pourquoi, à un moment donné, le système résiste à l'injonction du dirigeant à refaire sa supply chain, à changer son organisation, à déployer sa stratégie, etc. Bon. Une hypothèse possible, mais tout ça, ça reste des hypothèses qu'il faut aller explorer, c'est que peut-être que le problème est mal formulé. Peut-être que les représentations que le client se fait de son problème, c'est ça notre problème à nous. C'est pas son problème à lui. Son problème à lui, c'est de la supply chain. Mon problème à moi, c'est pourquoi le client pense que c'est un problème de supply chain. Alors qu'en fait, c'est un problème d'alignement de codir. Dans l'autre cas, qui est une autre entreprise, je suis sollicité, le client me dit on a un merdier d'organisation, l'organisation ne fonctionne pas. Bien. Je vais un peu voir, je reviens un mois après et je lui dis elle va relativement bien, votre organisation. Vous avez un vrai problème de gouvernance en tout cas. D'accord ? La question, c'est pas que vous fassiez des choix bizarres en matière d'organisation, c'est que le CODIR laisse passer ces décisions bizarres. Donc ça a été un peu brutal, mais il était content. Et parce que de temps en temps, la bienveillance, ça passe par l'exigence. C'est-à-dire de dire, on ne dit pas que des trucs marrants, mais de temps en temps, il faut un peu les dire. Voilà. Mais en l'accompagnant. Et donc la question va se poser, qu'à l'origine, il voulait que je travaille avec lui sur l'organisation. En fait, on va travailler sur la gouvernance. Pourquoi ? Parce que je suis absolument certain qu'ils sont capables de faire des bonnes organisations. Il leur manque 2-3 choses. Mais globalement, on va revoir la gouvernance. Voilà. Donc c'est ce que j'appelle le lampadaire, il va chercher ailleurs. Parce que si les clés sont là, on les trouve. Vous voyez ?
Mais si on les trouve pas, c'est qu'elles sont ailleurs, quoi. Je propose un tir groupé. Je prends les deux questions. Tu réponds. Ça signifie qu'il faut avoir de la mémoire. Première question ici. Je vous invite à Non, je suis pas ça. Oui. Tu nous invites à aller dans l'océan bleu. Que penses-tu d'une stratégie mixte avec des théories qui ne s'opposent pas, c'est-à-dire consulting plus coaching? 100% oui. Mais c'est même 50% coaching, 50% consulting, 50% facilitation, 50% coaching d'équipe. Le coaching d'organisation, c'est une école qui intègre. Vous voyez, on n'est pas là en train de se dire ça va des rétros Satanas, je veux pas entendre parler de consulting, va des rétros, je veux pas entendre parler de formation. Non, c'est une certaine façon de regarder les organisations, mais qui de temps en temps, sur de vrais sujets techniques. Je vais m'appuyer sur des gens qui ont cette expertise. Donc on va embarquer quelqu'un qui a une expertise A, B, C sur tel sujet. Puis d'autres moments, on a par exemple des groupes de 100, 150, 200 personnes animées. Ça, le bon savoir-faire, c'est de la facilitation. Voilà. Mais on va intégrer tout ça selon à la fois les besoins, mais aussi la demande du client. Parce qu'à un moment donné, le client peut dire on prend en charge ou je prends ça, mais je prends pas autre chose. C'est à chaque fois ad hoc. Mais la réponse est plutôt oui. Merci Arnaud. La deuxième question était la même. Donc écoute, tu as répondu à deux questions en une. Bravo, félicitations. Et merci pour cette intervention.